Et bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence au Salon de Lecture. Bienvenue à cette rencontre avec Yumna Saba que nous organisons à l'occasion du terme de sa résidence au musée du Quai Branly. Yumna Saba, tu es avec nous, tu es autrice, compositrice, musicienne, musicologue et chercheuse de son au musée. Tu es lauréate de la première résidence sonore organisée par le musée et il nous semblait intéressant et utile de proposer, d'échanger avec toi autour de ton travail, autour de ton expérience de première lauréate et autour des résultats de ton travail qui est composé d'une installation sur le plateau des collections, donc visible jusqu'en décembre 2023, d'une part, et d'autre part du versement de la sonothèque que tu as constituée au cours de ces derniers mois dans les collections sonores de la médiathèque du musée. On voulait aussi mettre en lumière ta volonté qui était de mettre à disposition cette sonothèque, pas uniquement pour la consultation, mais aussi pour en faire une matière sonore réutilisable. Et cette entrée en matière amène peut-être le besoin d'apporter quelques précisions sur la résidence sonore et sur le travail de Yumna, intitulé La réserve des non-dits. Donc, la résidence sonore fait partie d'un projet vaste qui consiste à repenser, à refondre la présence du son au musée et notamment sur le parcours permanent du plateau des collections. On avait déjà fait une présentation à ce propos en novembre. Et à l'occasion de projets temporaires comme la résidence sonore. Ce vaste projet s'appelle Musée Résonant et c'est Éric de Vicheur on l'a confié à Éric de Vicheur, pardon. Éric de Vicheur est musicologue, commissaire d'exposition, ancien directeur du musée de la musique et il est à l'origine de la proposition des résidences sonores au musée du Quai Branly. Vous le voyez juste là, il était avec nous lors de la précédente rencontre avec toi, Yumna. Euh, donc le musée résonant est un projet qui est porté par le département du patrimoine et des collections et le département du développement culturel au musée. C'est un projet transversal qui engage une grande partie des équipes du musée. Et le musée résonant vient de l'intérêt que porte le musée au patrimoine immatériel et à la question de la présence du son au musée, dans nos collections, mais aussi dans nos programmations. La partie immatérielle nous intéresse dans sa dimension traditionnelle, donc la transmission, les expressions orales vivantes, mais aussi dans sa dimension contemporaine. Et c'est l'objet de cette résidence sonore. Elle est destinée à approfondir l'engagement du musée vers la création contemporaine, dans une démarche de soutien à la création sonore et de valorisation du son plus largement. Donc depuis 2022, très récemment, le musée finance une œuvre conçue en lien avec les collections, les enjeux, les thématiques du musée et destinée à intégrer les collections. La production sonore est réalisée en collaboration avec le Frénois, qui est un studio national d'art contemporain à Tourcoing, qui est une école d'art audiovisuel et numérique, et qui met à disposition ses moyens techniques de post-production auxquels Yumna a eu recours. Peut-être quelques rappels rapidement de cette séance qui avait lieu avec Eric et peut-être un résumé de ce qu'Eric avait énoncé à ce moment-là. Il nous avait expliqué qu'après avoir été un lieu sanctuarisé qui utilise peu le son et essentiellement à des fins pédagogiques ou illustratives, la musique, le son sont devenus des sujets pour les musées, avec notamment l'entrée des artistes sonores et des expositions sur la musique. Et le dispositif imaginé par Yumna renvoie directement à la manière dont le musée veut renouveler le rapport des visiteurs avec l'environnement muséal, en faisant appel notamment au sens comme un outil de médiation pour tenter de réduire la distance entre l'œuvre et le spectateur. Le centre, enfin, le point d'accroche de Yumna, ça a été ce que vous voyez à l'écran, c'est la tour des instruments de musique qu'on ne voit pas toujours. On ne voit pas toujours qu'il s'agit d'une réserve et on ne voit pas toujours que ce sont des instruments de musique qui est à l'intérieur. Donc c'est un élément qui traverse tout le musée, qui est à la fois très présent, très central et qui parfois échappe un peu au parcours du visiteur du musée. Elle contient 10 571 instruments de musique collectés entre 1878 et 2020 et qui sont classés par typologie organologique. Donc c'est simplement une étude de l'histoire et de la constitution des instruments. Et tous ces instruments sont collectés, sont présentés, conservés et présentés dans cette tour de verre de 23 mètres de haut, imaginée par Jean Nouvel, et qui traverse le musée du sous-sol, donc du lieu du spectacle vivant, y compris de la musique, le lieu du cinéma, le lieu des formations, jusqu'aux mezzanines d'exposition temporaire,
en passant par les lieux d'exposition permanente et les lieux d'accueil du public. Et le projet, la réserve des non-dits, part d'une idée, d'une intuition, sans expérience prouvée au début, qu'il se passait des phénomènes sonores et acoustiques dans cette tour, au cœur des instruments. Et ça a donné la proposition, la réserve des non-dits de Yumna Saba. Et peut-être pour commencer l'échange avec Yumna, je propose de situer cette résidence, cette proposition dans ton parcours artistique personnel. Oui, merci Elodie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Concernant mon parcours, en fait, moi je suis musicienne. J'ai fait des études en musicologie, je compose et je m'intéresse beaucoup à la recherche musicologique et sonore dans mon travail de composition. Donc, euh, juste avant d'imaginer la proposition de ce projet, j'avais commencé à travailler avec mon instrument qui est le oud. Si vous voyez, c'est quoi? C'est un genre de luth qui est d'origine des pays arabes, mais aussi son ancêtre, c'est perse aussi. Donc, c'est dans cette région, ça ressemble à un luth. Donc, c'est un instrument à cordes, à manche court, et c'est l'instrument que je joue. Donc, je suis venue en France en 2020 avec un projet de recherche sur cet instrument et surtout sur le lien entre cet instrument et l'électronique, la musique électronique. Et le lien entre cet instrument et la musique électronique, pour moi, je l'avais imaginé, ça serait à travers la langue arabe et la langue arabe chantée surtout, et les phonèmes de la langue arabe chantée. Donc voilà, j'avais commencé sur cette base pour imaginer des sons électroniques qui seront basés sur la langue arabe. Parce qu'il y a beaucoup de sciences aussi, de sciences acoustiques qui datent de très longtemps, depuis les chercheurs de l'ère abbasside, omeyyade, puis abbasside, puis ultérieure à ces périodes qui ont fait des études acoustiques sur le phénomène d'articulation, donc le système articulatoire comme générateur de phonèmes et la sonorité des phonèmes. Donc, les phonèmes, pour moi, c'était des timbres musicaux, surtout des timbres sonores que je voulais recréer à travers l'électronique. Donc, ça, c'était un peu le projet que j'ai imaginé et que j'ai développé une partie de ça avec Césarée, le centre de recherche à Reims, centre de recherche en musique et son à Reims. Et durant ce travail, bon, je faisais des expérimentations et tout ça, et j'ai commencé à m'intéresser à la résonance de mon instrument et comment ça résonnait avec ce que je chantais. Je chante aussi, donc j'essayais à chaque fois de chanter sur des mots différents, de voir quelles lettres, quels phonèmes surtout font que ces cordes résonnent le plus ou résonnent moins, etc., etc. Et suite à ce projet, j'ai continué mes expérimentations. J'ai eu l'occasion de travailler avec un ensemble vocal qui s'appelle Neue Vocal Solisten, basé à Stuttgart. C'est un ensemble de 6 chanteuses et chanteurs, donc ils m'ont commissionné une composition. Et voilà, ils m'avaient choisi parce qu'il y avait le oud dans mon travail. Et je voulais pas l'utiliser au fait comme instrument traditionnel ou dans les conventions de jeu et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'était de placer l'instrument au centre de la scène avec les 6 chanteuses et chanteurs qui sont en arc de cercle comme ça autour du centre qui est leur oud. Et avec leur voix, ils déclenchent la résonance de l'instrument. Et j'ai créé une pièce basée sur leur voix avec la résonance amplifiée, bien sûr, du oud qui servait comme nappe sonore à la pièce.
J'ai fait plusieurs déclinaisons de ce même dispositif. J'ai fait une expérience aussi à la Cité de l'Architecture. C'était un événement organisé par Éric de Vicher, où j'ai placé aussi mon oud dans une pièce et j'étais dans une autre pièce et je chantais et le oud résonnait dans une autre pièce et ça créait une acoustique générale dans tout l'étage supérieur de la Cité de l'Architecture, là où il y a les reproductions des chapelles. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était très intéressant comme acoustique en général. Donc quand j'ai vu l'appel à projet et j'ai vu la tour d'instruments, c'était mon premier réflexe de penser aux résonances de ces instruments et comment faire le même dispositif avec ces instruments. Mais au fait, voilà, j'ai commencé ma réflexion de là et quand j'ai vu la réserve, au début je ne l'ai pas vue et puis je l'ai vue, euh, ça, ma réflexion est partie dans d'autres régions. J'ai imaginé qu'il y aurait certainement, parce que c'est des instruments, c'est des objets faits pour résonner. Donc certainement, il y aura quelque chose, des phénomènes sonores qui se passent dedans. Et c'est de la matière aussi qui, euh, qui est, euh, qui évolue, qui vieillit, et tout ça. Et donc, je pense qu'il y aura des sons qui vont avec. C'est quelque chose, c'est un écosystème en mouvement. Bon, tout ça, c'est beau et poétique et tout ça, mais j'avais aucune preuve que ça serait le cas. Donc, merci d'avoir choisi ce projet pour voir au fait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a des choses vraiment incroyables dans cette tour d'instruments. Ouais. Donc tu avais cette intuition et tu as bâti ton projet sur cette intuition. Et peut-être avant de voir concrètement comment il a été mis en œuvre, je vais vous faire un petit rappel du calendrier qui était assez long pour souligner aussi le fait que ton projet a évolué aussi à partir de cette première impression. Il a eu le temps de se déployer parce que l'appel à projet a lieu en janvier-février 2022 pourtant. On vient de clore l'appel à projet 2023 récemment, donc on va bientôt relancer une autre résidence. Les jurys se sont tenus en juin 2022. Yumna, tu as commencé à travailler dès le mois d'août 2022 et avec les équipes en juillet même. Tu as commencé à rencontrer les équipes en juillet. Le travail de post-production a eu lieu en novembre 2022 pour la première partie, en février 2023 pour la deuxième partie. Et aujourd'hui, donc au mois de mars 2023, donc un peu plus d'un an après ta première proposition, nous sommes en train de réaliser ta sortie de résidence avec l'installation, cette rencontre et la performance de demain dont on parlera tout à l'heure. Donc c'est un projet qui a eu le temps de se dérouler, tu as eu le temps de faire évoluer ce que tu attendais du projet et tu t'es confronté aussi à des obstacles, des contraintes dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'était un peu pour illustrer le fait que tu as eu beaucoup de temps et c'était aussi une spécificité parce que tu vis à Paris et c'est une chance pour ce projet. On a pu le déployer sur le temps long. Je vais peut-être vous faire voir le travail photographique de Julien Brachammer, qui est ici présent, pour rendre visible le travail de Yumna. Et qui va rendre explicite ce qui peut paraître encore un petit peu complexe au moment où on en est. Donc voici Yumna dans la réserve de la tour des instruments. Et on va commencer à parler peut-être de l'équipement que tu as utilisé pour tes premières prospections. Oui, donc au départ, j'ai fait 2 visites dans la tour pour juste prendre une idée de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans la tour. Donc la première visite, on était 7. Donc il n'y avait aucun moyen d'entendre quoi que ce soit dans la tour, surtout que le sol est en métal, donc ça fait énormément de bruit et avec les conversations et tout ça. Donc voilà. Mais c'était des phénomènes sonores quand même dans la tour. Mais ma deuxième visite, c'était avec Vincent de l'équipe de la conservation. Et c'est là qu'on était vraiment silencieux. On parlait, on discutait vraiment calmement. Et j'avais mon enregistreur avec moi. Bon, c'était pas un enregistreur de haut de gamme, c'était juste euh, quelque chose que j'utilisais pour faire des enregistrements vite fait. Et je n'avais que ça sur moi, mais et
voilà, donc j'ai commencé à approcher les micros de cet enregistreur près des instruments pour voir s'il y avait quelque chose. Et quand on est arrivé au niveau, je pense qu'on avait commencé au niveau 2 avec les flûtes, en approchant le micro près des embouchures de la flûte, voilà, j'ai entendu quelque chose pour la première fois qui était tellement surprenant. C'était un genre de un son à qualité vocale très harmonique, avec beaucoup d'harmonique. Donc on a l'impression qu'on entend des voix dans la flûte. Et on était tous les deux très très surpris et ouais, voilà. Et très contents que bon, le projet peut démarrer sur des fondations un peu solides et plus concrètes. Et puis, euh, pour l'enregistrement, j'avais imaginé, donc, vu la qualité des sons, l'idée que j'ai eue sur la qualité sonore, je me suis dit que c'était surtout euh, dans les plages de fréquence des voix. Donc, et encore, donc je voulais choisir des micros qui captaient cette plage, mais aussi il y avait la contrainte que je ne pouvais pas toucher aux instruments. Donc j'avais choisi les petits micros DPA que vous voyez là. C'est des micros qu'on peut installer sur les instruments pour les capter en live ou bien pour la voix. On les installe ici près de la bouche pour parler avec une qualité super, super bien. Et c'était les seuls micros que je pouvais insérer dans les embouchures, dans les ouvertures des caisses de résonance ou bien des flûtes ou bien des instruments, tout simplement. Donc j'avais ces instruments en premier lieu, j'avais des instruments, pardon, ces microphones, j'avais des microphones pour les ambiances sonores parce que je pensais que c'est intéressant de capter l'ambiance de la tour. Et j'avais un micro canon qui est vraiment très pointu dans sa captation et voilà pour pouvoir capter des sons euh, à une distance très très proche sans intervention externe et des micros contacts que vous voyez là qui n'ont pas été très conséquents sur ces instruments, mais j'en parlerai plus tard parce que il y a eu quand même quelques surprises, quelques belles surprises. Et un enregistreur mix-près, pardon, avec plusieurs canaux d'enregistrement. Et là, on voit incarner la contrainte de conservation par la présence de Vincent, dont on parlait tout à l'heure, Exactement. puisque effectivement l'enjeu c'était de ne pas jouer, ne pas toucher les instruments, donc de respecter aussi la mission du musée et ses contraintes. Et finalement, ces contraintes ont donné un cadre qui ont donné un résultat qui fonctionne. Exactement. Donc c'est un peu vraiment jouer avec les règles de ce système qui est la tour et de m'organiser, de naviguer toutes ces contraintes pour pouvoir mettre une démarche de travail et pour pouvoir avoir un résultat qui soit aussi le fruit de toutes ces contraintes et voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces petites étiquettes qu'on voit Là, dépasser? c'est les étiquettes pendant l'installation. Donc, chaque instrument est annoté par une référence qui est très compliquée, au fait. Je ne sais pas pourquoi il y a ce système très compliqué. Bon, très compliqué pour moi. Donc voilà, cette photo, c'est pendant l'installation. On a annoté la référence de chaque instrument qui a été amplifié pour l'installation, pour faire juste le réglage avec entre micro et voilà. Donc c'est le lien entre le micro et les instruments.
Donc tu as fait tout ça pour, bon, déjà d'une part prospecter et ensuite collecter, donc enregistrer des sons. Donc ça a été une autre phase entre la prospection et la post-production. Il y a eu la collecte, l'enregistrement. Donc on voit matérialisé ici par l'appareil que tu as utilisé. Euh, quand et sur combien de temps se sont passées ces collectes et dans quelles conditions? Euh, donc tout d'abord, j'avais commencé les enregistrements par une semaine en septembre, fin septembre, une semaine de test. Donc pour repérer les instruments et les sons, pour repérer un peu la variété de sons, ce qui est intéressant ou pas. Donc là aussi, il y avait des choix à prendre, de comprendre un peu plus cet espace où j'étais pour comprendre aussi les contraintes, genre s'il y a des instruments placés trop haut, je ne pouvais pas les mettre mes micros, donc voilà, je laissais tomber. Donc aussi jouer avec ces contraintes pour faire le choix, parce qu'avec 10 500 instruments, c'est un peu... Bon, il fallait avoir un cadre de travail. Et donc j'ai fait une semaine pour repérer les instruments, pour faire des tests avec parfois la présence de Vincent pour, par exemple, placer les micro-contacts sur les instruments parce que je ne pouvais pas les faire sans sa présence. Et puis 2 semaines de captation finale, entre guillemets, où j'ai décidé un peu de la durée de la captation, de la méthode, d'où placer le micro, un peu euh, ou placer le micro dans l'instrument si je suis dans l'instrument, les niveaux, régler les niveaux et tout ça que j'avais fait pendant les tests. Et voilà, j'ai fait 2 semaines où j'ai fait un peu le tour de surtout 3 niveaux pour pour collecter ces sons et commencer le travail sur la banque de sons. Ce que tu avais constaté à ce moment-là, c'est qu'il y avait une différence aussi de rendu et d'enregistrement quand les visiteurs étaient présents au musée le jour et la nuit, puisque tu as passé la nuit au musée. Oui, j'ai passé 2 nuits au musée. Et au fait, la tour n'est pas vraiment soundproof, donc il y a beaucoup de sons qui rentrent, qui coulent de l'extérieur à l'intérieur. Mais ce qui était vraiment très très intéressant, c'est que ça modulait les résonances des instruments. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'avais avec l'ensemble vocal, mais là dans un contexte où c'était pas une composition, c'était juste des déambulations de gens qui faisaient changer un peu ces résonances, qui faisaient pousser des fréquences plus que d'autres parfois. Il y a aussi les sons des installations multimédia, surtout au troisième, au niveau 3, qui rentraient dans les enregistrements. Et donc la nuit, c'était toute une autre ambiance où il n'y avait pas de gens, donc c'était des sons plutôt stables, sans intervention externe. Et l'élément surtout qui m'a surpris quand je suis rentrée dans la tour la première fois, c'était la soufflerie. Donc il y a une soufflerie de conservation. Et au départ, je craignais que ça allait être très bruyant dans mes enregistrements et tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, je me suis rendu compte que c'était elle qui faisait bouger l'air dans ces instruments et qui créait ces résonances. Voilà. Donc, un obstacle, mais au fait, c'était pas un obstacle, c'était le, le moteur de, de tout ce travail. Tu as travaillé à la collecte de ces sons pour constituer une ressource. Donc, pour l'instant, notre vocabulaire est encore mouvant. On utilise le terme d'archive, de banque sonore, de sonothèque. On n'est pas encore tout à fait fixé. Ça viendra. Et tu as passé du temps au Frénois, donc au Studio national des arts contemporains de Tourcoing, qui a mis à disposition ses moyens techniques de post-production sonore. Et tu as travaillé avec Luc Oreille, qui est ingénieur du son et un bel exemple d'aptonyme. Et vous avez tous les deux constitué cette sonothèque en retraitant, en travaillant ces sons bruts que tu avais collectés. Et donc ça, c'était une étape importante de ton travail. Est-ce que tu peux nous dire en quoi a consisté le travail au Frénois? Oui, donc ouais, je
pense que c'était 5 jours au Frénois, pour la première résidence. Donc je suis arrivée avec tous les sons captés, les sons bruts. Et voilà, c'était pas une étape pour les traiter, mais c'était une étape pour vraiment enlever juste ce dont on n'a pas besoin. Donc quand il y a beaucoup de bruit blanc ou bien et de garder le son tel quel. Donc il y a eu les interventions étaient très très minimes sur la majorité des sons. Et donc voilà, on a travaillé avec Luc Oreille qui a une grande expérience aussi dans la création des sonothèques. Donc on a pas juste éditer ces sons, on a fait des boucles de 5 minutes, donc les enregistrements étaient de minimum 5 minutes que j'ai fait, donc on les a bien calés pour que ça soit bouclable, donc à l'utilisation, on peut juste copy-paste l'un après l'autre et ça peut faire une suite infinie du même son en continu. Euh, et on a fait aussi un index et une façon d'indexer ces sons selon les conventions des sonothèques utilisées en ce moment. Avec notre focus, c'était pas les instruments, mais c'était les sons. Donc, la première, donc il y a toujours un code, et puis la première partie de cet index, c'est une description sonore de ce qu'on entend. Et vers la fin, j'ai mis la référence de l'instrument. Et à chaque fois, au fait que je mettais la référence, juste pour être curieuse, je rentrais au site du Quai Branly pour voir il s'agissait de quel instrument. Et là, c'était des surprises à chaque fois parce que vous allez voir que les sons que j'ai captés parfois ne reflètent pas trop. On ne peut pas deviner de quel instrument on parle. Donc voilà. Et j'ai fait une présentation aux étudiants. Moi qui présente. Et voilà, alors en fond d'écran, vous voyez à quoi ressemble la sonothèque que vous avez constituée, toi et Luc. Et dans la sonothèque aussi, on a indiqué bien sûr le niveau où l'instrument est placé. On a indiqué le type de microphone utilisé. On a indiqué bon, le nom du musée et la fréquence de résonance de l'objet. Et toutes ces informations constituent les métadonnées des enregistrements qui vont servir notamment à l'intégration dans la collection sonore de la médiathèque. Donc habituellement, les documents que nous faisons entrer en collection sont soit des documents édités qui sont dans le circuit commercial et qui servent vraiment à la documentation de la collection du musée, soit des documents inédits, c'est-à-dire des documents qui sont consultables de manière inédite et uniquement chez nous, qui sont la plupart du temps collectés sur le terrain par des anthropologues ou par des sociologues ou par des aventuriers et dont les droits de diffusion sont restreints et non commerciaux. Donc dans le souci à la fois de la protection des personnes enregistrées avec qui les collecteurs ont des accords et ne sont utilisés que dans un but scientifique ou de documentation. Et le travail de Yumna est différent et induit pour le musée une adaptation de ses pratiques, notamment juridiques, habituellement très protectrices. Et ici, on essaie de s'adapter et de faire tout le contraire, de permettre aux usagers de faire exactement ce que Yumna souhaite, à savoir le mettre à disposition de tous et pour qu'il soit réutilisé par tous. Je te laisse en parler. Oui, c'est un point très important parce que ouais, cette réserve, je la vois aussi comme ressource de beaucoup d'informations, ressource de sons, ressource d'idées, ressource de questions surtout. Et, et, et le travail que j'ai fait, j'aimerais qu'il soit en libre accès pour tout le monde, pour continuer, pour genre l'utiliser comme matière première de création sonore, même par des compositeurs professionnels ou pas, par des enfants, donc avoir un rapport avec ces sons et se les approprier parce qu'au fait, ces sons, ils ne, euh,
they don't belong. Pardon, mais parfois je navigue en trois langues. They don't belong to anyone. C'est les sons, même pas l'instrument. Donc, c'est des sons qui ne font pas partie de l'instrument. C'est des sons qui sont des captations à un moment précis, à un temps précis, dans un espace précis, dans cette tour d'instruments. Et ça, c'est très important pour que cette ressource soit plus accessible. Et voilà. Et j'aimerais que ça soit en libre accès. Et matériellement, donc, quand vous allez sur le site web du musée du Quai Branly, c'est une capture d'écran de la page des résidences sonores. Donc vous tapez simplement Quai Branly, vous allez dans collection. Dans résidence sonore, vous avez une page qui conduit vers le travail de Yumna et vous aurez en accès libre donc toutes les informations qui concernent le travail de Yumna, son projet, les photos que vous avez vues ce soir, les enregistrements des 2 rencontres que nous avons faites, donc celle d'aujourd'hui, celle du mois de novembre, et vous aurez un lien actif. J'ai été un peu rapide, vers les enregistrements qui vous permettront de les consulter, qui vous permettront de les télécharger. Donc là, ce qu'on écoute, c'est au fait la peau de ce tambour qui résonne. Voilà, donc dans cet enregistrement, on a un peu poussé les niveaux du son, mais c'était avec un micro-canon placé très près de la peau de ce tambour. Et au fait, c'est pas tous les tambours qui résonnaient. Je pense que c'est en rapport avec la tension de la peau qui vibrait ou pas dans ces conditions spécifiques. Donc voilà un exemple. Et donc on va peut-être passer à la présentation des résultats de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le plateau des collections. Donc voici une première photo de l'installation du dispositif le plus impressionnant. C'est le dispositif de captation et de retransmission en direct des sons captés dans les instruments de la tour. Oui, c'est une façon aussi de montrer la démarche que j'ai faite en live, en direct. Donc, il y a des micros placés dans des instruments sur 3 points de la tour, dans la tour, et que vous pouvez déclencher. Donc, quand vous les déclenchez, au fait, ça déclenche l'ouverture des microphones et vous pouvez entendre les sons en live diffusés vers l'extérieur. Donc, c'est un peu prendre ces résonances et les diffuser à l'extérieur de la tour. Et là, c'était un travail ouais, d'installation. Il y a Vincent aussi, bien sûr. Et oui, juste pour dire qu'il fallait qu'on soit bien cadré. Ouais, voilà, Vincent. Donc là, à quoi sert cet ensemble-là, cet Cette appareil? interface. Donc ça, c'est l'interface donc dans chaque... vous allez les voir parce que le dispositif est très visible, en fait, dans la tour. Donc on a utilisé une carte de son avec un système aussi Wi-Fi avec l'enceinte dehors. Et là, c'est le logiciel qui contrôle la carte son à distance. Donc on a fait juste les réglages de niveau, un petit filtrage pour les sons pour que ça rend bien en fonction des espaces du musée. Et alors voici l'appareil qui permet de tout centraliser. Oui, ça c'est la carte son en fait. C'est une chose périlleuse à installer, comme vous le voyez. Et voilà, alors peut-être le dispositif dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Oui, donc c'est en touchant la vitre, parce qu'on a tous envie de toucher la vitre, quand on voit on voit et on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc en touchant la vitre, ça déclenche, ça ouvre les micros, mais aussi ça déclenche une lumière qui est qui est en synchronisation avec les sons. Donc quand le micro de cet instrument est ouvert, cet instrument est mis en lumière, ou bien celui-là quand celui-là est ouvert. Donc on peut même voir, parce que l'ouverture des micros a aussi été programmée pour que ça ne soit pas
tous les micros qui s'ouvrent en même temps et se referment en même temps. Donc il s'ouvre en fonction d'une programmation et se referme en fonction de ça. Et c'est Guillaume Couturier qui a tout programmé, au fait. Et la lumière, ça marche avec, c'est en synchronisation. Donc c'est vraiment une reconstitution de ton travail de collecte de son. Vraiment, le son est en direct, c'est-à-dire que c'est un dispositif interactif. Si vous criez, frappez contre la paroi, vous entendrez la résonance dans le son qui est diffusé via une douche sonore autour du silo des instruments sur le plateau des collections. Donc il y a pour chaque point d'appui, puisqu'on en a plusieurs, il y a une carte qu'on va vous montrer tout à l'heure. Vous avez 3 boucles de 90 secondes que vous pouvez déclencher en apposant la main sur le pictogramme. L'éclairage évolue lui aussi en même temps que la boucle en fonction du souffle des instruments qui est capté. Et donc les légers traits que vous voyez ici sont des micros qui ont été comparés par notre équipe à des perfusions qui viennent délicatement se poser à l'intérieur des instruments. Ils sont retenus par un aimant juste sur l'étagère au-dessus ou en dessous. Et c'est les mêmes micros que j'ai utilisés pour les captations. Alors voici la carte qui vous permet de voir où se trouve le dispositif. Donc, il est tout autour du silo des instruments. Le niveau... Est-ce que vous voyez ma souris? Non, vous ne voyez pas ma souris. Le niveau qui est au niveau de l'entrée, juste en dessous de la carte colorée, c'est le point où vous pouvez collecter le document qui vous servira de guide sur le plateau des collections. Le premier point est au niveau juste en dessous, et vous pouvez commencer par ce niveau-là. Il est accessible gratuitement. Et ensuite, vous pouvez monter sur le plateau des collections et vous avez le premier point autour du silo des instruments pour écouter le premier dispositif. Et vous avez le dernier qui est tout en haut au niveau de la galerie Marc Ladret de la Charrière, donc un espace d'exposition où vous pourrez aussi écouter le troisième point d'écoute. Et vous avez aussi d'autres dispositifs autour de cette tour de verre qui retransmet en direct les sons captés. Vous avez des sons enregistrés disponibles sur le reste du plateau des collections, sur les points qui sont mentionnés sur la carte colorée et dans la boîte à musique. Oui, au fait, sur le plateau, il y a 5 points d'écoute de composition que j'ai composées à partir de ces sons. Donc, c'était une première étape de création, entre guillemets, avec ces sons. Et les compositions, ils mettent en relief surtout elles mettent en relief des anecdotes ou des petites histoires que j'ai vécues en faisant ces captations. Donc, par exemple, là, le point d'écoute fréquence traînante, c'est basé donc, vous avez vu tout à l'heure le micro-contact et j'ai dit que c'était pas très, ça n'a pas abouti à grand-chose, mais au fait, si dans quelques captations, quand on a ouvert les fichiers, donc dans mon casque, il n'y avait aucun son qui sortait quand j'ai fait les captations. Mais quand on a ouvert les fichiers au Frénois avec un logiciel visuel où on peut voir le spectre fréquentiel, on a trouvé des petites fréquences comme ça qui traînaient dans l'enregistrement et qui au fait, c'était des instruments de percussion en métal. Et ça résonnait dans le métal. Donc, on a extrait ces fréquences et on les a amplifiées et j'ai fait une petite composition avec celle-là. Une autre, par exemple, que j'aime beaucoup, le carillon de gong. Au fait, celui-là, la première fois que j'ai visité la tour avec toute l'équipe, on m'a parlé d'un phénomène qui se passe déjà dans la tour, dont tout le monde est conscient, c'est que quand l'équipe de conservation passe parfois dans la tour avec leur chariot, ils font bouger les étagères. Et donc, les gongs, parfois qui sont suspendus, commencent à bouger et à se cogner. Et ça crée un petit orchestre de gongs. Donc, j'ai recréé ce phénomène. Donc, j'ai recréé une composition de gong avec Vincent à l'étagère qui l'a bougé, qui mettait des petites pressions juste pour que ça bouge. Et voilà, ça se cogne et on a recréé cet événement que vous pouvez écouter sur le plateau.
Il y a la boîte à musique aussi. La boîte à musique, c'est un peu, vous pouvez voir une version allégée de la banque de sons. Et vous pouvez, il y a, sur les 4 écrans, il y a 33 sons avec les instruments correspondants que vous pouvez écouter pour avoir une idée. Il y a aussi une mind map où vous pouvez voir la démarche, les grands thèmes de ma recherche. J'ai voulu que cet espace soit vraiment euh, à la fin de chaque journée d'enregistrement, je prenais des notes de ce que j'ai remarqué pendant la journée, s'il y a des choses qui se sont passées ou pas, etc., etc. Et vers la fin, j'ai développé cette mind map pour, euh, pour expliquer tous les grands thèmes du projet et comment ils sont liés entre eux. Euh, Ça, c'est un des exemples des points d'écoute sur le plateau des collections. Donc, vous pourrez vous référer à cette carte qu'on distribue à l'entrée du plateau. Peut-être pour ouvrir aussi un petit peu, c'est aussi une banque sonore qui est destinée à être jouée et tu vas le faire demain, dimanche, à 17h, à l'occasion d'une performance au théâtre Claude Lévi-Strauss au musée, accessible gratuitement. oui, donc aussi pour un peu euh, motiver cette utilisation de cette banque sonore. Donc voilà, puisque je suis la seule maintenant à l'avoir. Je ne l'avais pas encore. Donc je peux l'utiliser autant que je veux. Et donc je vais faire une performance demain avec ces sons-là, une sélection de sons et voix. Parce que je chante, j'aime chanter, et j'ai pensé à la voix surtout parce que les sons captés ont un caractère vocal très présent. Euh, voilà, donc vous êtes les bienvenus demain à 17h. Je vais peut-être, avant de vous laisser la parole, simplement faire le générique de ce projet qui est, comme je vous le disais au début, un projet transversal qui a mobilisé le département du patrimoine et des collections, et notamment Anne-Solène Roland, qui est directrice du département du patrimoine et des collections, que je vais appeler DPC après pour aller plus vite, David Seguin, qui est le directeur adjoint du DPC, Vincent Saporito, qui est responsable de la régie des collections, Fabrice Sauvagnard, qui est chargé de la conservation préventive, de nombreux agents de sécurité qui ont accompagné le projet, qui t'ont accompagné dans le silo des instruments, dans la tour des instruments, Julien Brachammer de la médiathèque pour la création de contenu, de photographie pour la valorisation, à la direction du département du développement culturel, Benjamin Karamemedovic, Olivier Orsucci, Gabriel De Swart, ainsi que tous leurs collaborateurs spécialisés pour l'installation sur le plateau, mais également pour les captations de ce type d'événements, ont été très mobilisés. Christine Drouin, Anne Baird, Isabelle Lenné et Simon Fonchin, qui travaillent tous à la direction du développement culturel et qui se sont occupés de la production depuis l'appel à projet jusqu'à la sortie de résidence. Donc c'est un projet qui mobilise beaucoup d'agents du musée de manière transversale et sur une longue durée. C'est pourquoi nous te remercions, Yumna, parce que c'était particulièrement intéressant et précieux. Et donc, il y a la performance de demain. Il y a une autre performance programmée le dimanche 17 septembre à 17h, peut-être accompagnée d'une autre rencontre avec une autre thématique avec toi et d'autres invités. Tu as aussi une actualité dont tu veux peut-être parler avant de laisser la parole pour la discussion. Oui, en parallèle avec tout ce projet, j'ai terminé un album solo qui va sortir bientôt. J'ai pas de date de sortie, mais ça sortira sur le label Touch. Et voilà. Pardon? Ouais, il faut. Et si vous voulez intervenir, je vous invite à demander le micro. Merci. Moi qui vais commencer, bonjour, je suis Anne-Solène Roland, la directrice du patrimoine et des collections. Moi, j'aimerais savoir, Yumna, finalement, dans tout le projet, et voilà, c'était un peu un pari, comme on l'a dit, qu'est-ce que ce serait
la surprise la plus importante que vous avez trouvée dans la tour des instruments, l'instrument ou voilà, l'instrument qui a fait un son qui n'était pas du tout prévu, qui vous a le plus surprise, ou au contraire des sons que vous n'avez pas du tout trouvés par rapport à ce que vous auriez pu attendre? Oui, il y a eu beaucoup de surprises dans la tour. La première, je l'ai déjà indiqué, il y a une fréquence, ouais. C'est la flûte, le premier son de la flûte que j'ai entendu. C'était vraiment, vraiment un moment très, très précieux. Et Vincent était là pour aussi assister à ce phénomène qui a eu lieu. Et, euh, et puis voilà, à un moment, j'arrivais pas genre les vases siffleurs, par exemple, au troisième niveau. Euh, les vases siffleurs sont de cette taille, donc sont assez petits, mais ils ont ça donnait des grosses basses qui ne ressemblaient vraiment pas aux instruments. Donc, euh, et puis, par exemple, j'imaginais qu'il y aurait des cordes qui vont vibrer par sympathie, mais au fait, il n'y a aucune corde accordée sur les instruments. Et les instruments qui sont en bon état sont dans des boîtes, sont bien protégés, donc c'était une autre contrainte, je ne pouvais pas les placer et puis attendre que quelque chose se passe. C'était un peu une contre... ouais. Donc, voilà. Moi, je vous entends, mais c'est... Qu'est-ce qui différencie, à votre avis, l'écoute d'un instrument par rapport à un objet, finalement, puisque là, voilà. Au fait, il y a plusieurs points pour répondre à votre question. Et le point le plus important, je trouve, pour moi, c'est le geste musical. Et au fait, quand on écoute un instrument, on s'attend aussi à avoir un geste qui accompagne cette écoute. Or, dans la tour, les instruments sont vraiment, voilà, ils sont juste placés. Et c'était une question que je me suis posée, est-ce qu'ils sont des instruments ou des objets? Et est-ce qu'on peut les considérer comme instruments ou est-ce qu'ils deviennent juste des objets résonnants? Donc, un autre point, c'est aussi l'attente suite aux gestes et aux autres indices aussi sensoriels, visuels, autres que l'écoute. Il y a l'attente. Donc quand j'entendais un enregistrement et je voyais que l'instrument c'était autre chose, c'était une caisse de résonance d'une harpe. Donc si je vois l'image d'une harpe, j'ai une autre image d'écoute euh, ouais, dans ma tête. Donc voilà, c'est ce décalage entre l'attente et le résultat qu'on a. Et c'est aussi le décalage entre les indices visuels et ce qu'on entend aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça la plus grande différence et c'est ce qui a poussé une écoute alternative de ces instruments, de ces objets résonnants. Et laisser les documents pardon, en libre accès, si c'est enregistrement pardon, en libre accès, est-ce que d'autres artistes pourront les récupérer pour faire ses propres créations? Vous les laissez vraiment euh, à d'autres artistes pour ces créations aussi? Oui, exactement, parce que moi, je ne les ai pas créés, ces phénomènes sonores, je les ai juste captés. Et au fait, en droit de musique et composition, les captations sonores, ça ne rentre pas dans les licences musicales. Mais dans l'art sonore, c'est autre chose. Mais voilà, de ce point de vue, moi, je n'ai fait qu'être un peu la liaison entre ce qui est dans la tour et ce qui est en dehors de la tour. Et à celles et ceux tout le monde qui ne peuvent pas avoir accès à cette tour et à mettre l'oreille. Et voilà, donc vraiment,
c'est ouvert à tout le monde pour justement créer. Et c'est un peu comme ça que j'ai imaginé. C'était le but du projet, c'est de mettre à disposition cette banque sonore pour que tout le monde profite de ces instruments d'une façon ou d'une autre aussi. Je vais rester sur la banque sonore encore. Et je voudrais que ça va ouvrir aussi la voie sûrement à de nombreux ateliers pour les compositeurs dans les musées de médiation pour apprendre à créer des sons, mais pas seulement en France, du coup pas seulement au musée ici, mais aussi dans d'autres musées aux quatre coins du monde. Et c'est ça qui était beau aussi dans ce projet, c'est que ces objets viennent des quatre coins du monde, ils font partie d'un patrimoine commun, mondial, et du coup en retour vous redonnez ces sons à tout le monde, et du coup demain on aura des compositeurs malaisiens, chiliens, qui auront le droit de faire ce qu'ils veulent avec, et même des fêtes du dimanche dans les mariages, mais voilà, c'est ça qui est beau dans la chose. Il n'y a pas de contrainte, c'est libre, c'est du domaine public. Et ça me rappelle aussi le CNAP qui avait fait des commandes publiques de typographie. Elles étaient gratuites, elles étaient ouvertes, et du coup on les retrouve partout. Alors on ne fait pas tout attention, mais elles sont partout, elles sont de qualité, on les voit partout, et j'espère que c'est ce qui va arriver du coup avec vos sons. Quand des sons sont de qualité, on s'évite aux gens de voler sur internet des choses à gauche à droite, et du coup on a à disposition des choses belles pour recréer en retour. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi cette banque de données. Alors, je reprends brièvement la parole pour remercier très chaleureusement Yumna pour la qualité de son travail et pour la qualité des relations professionnelles et, j'oserais même dire, amicales qu'elle a entretenues avec l'équipe du musée, pour son écoute, pour ses propositions qui étaient particulièrement appréciées et appréciables. Donc, c'était un plaisir de travailler avec toi. On continue encore un petit peu. Et je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà fait, récupérer vos contre-marques pour aller tout de suite voir à quoi ressemble le dispositif sur le plateau des collections. Merci. Merci.